Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I back it up! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Nous sommes de retour en France, je suis de retour en France, Rust est de retour en France. Bonjour Rust. Et il va parler tout bas pendant ce podcast pour pas se faire buter par les voisins parce qu'il est 2h du matin. Oui, voilà, c'est ça. Pour faire le mec. Voilà, mais nous sommes toujours là. Nous sommes là pour vous, pour présenter l'UFC Calgary qui était un peu passé sous les radars, mais qui pourtant a tout d'un UFC numéroté. On va s'attarder surtout sur les 3 combats qui finissent la carte principale, mais avant toute chose, puisqu'on aime bien être exhaustif chez La Sueur, on va s'intéresser au combat prélim light heavyweight, Antigulov contre Kujelaba, qui s'annonce extrêmement intéressant. Enfin, courez là-bas, parce que... Enfin, courez là-bas. Ne courez pas là-bas, mais... Enfin, vous me comprenez. vous me comprenez. Il est tard. Il est tôt. Il est tôt. Alors donc, et je vais quand même juste, parce que c'est stylé, le dire en entier. Gajimurat Antigulov contre Ion Cutelaba. Mais alors, donc, le premier nommé, Ouais. Gajimurat, c'est un mec, c'est vraiment un baiser. Je crois qu'il a perdu depuis 14 combats, un truc comme ça. Oui. Il a été champion au ACB, en la heavyweight, ce qui est quand même pas mal. Oui. Et surtout, il a un nombre de finitions avant la minute. C'est hallucinant. En gros, ces combats, c'est genre de la dynamite, c'est de la TNT. Et il peut très bien rester pendant la distance. Il a un nombre de finitions qui est hallucinante. Enfin, il est létal. Et il est vraiment une agressivité qui match sa technique. Et Ion Cutelaba, qui est un light heavyweight moldave, stylé quand même. Enfin, il s'entraîne toujours au début. Et qui a 24 piges, ce qui est très jeune pour un light heavyweight. C'est ça. Je sais pas s'il ira très loin parce que il a une technique qui est assez classique et je pense pas qu'il ait quelque chose de vraiment spécial pour l'instant en tout cas. Mais il est ultra agressif, il est ultra puissant et comme il est jeune, il a la niaque. Donc ça va être un combat de deux flingués. Il y a moyen que ça dure vraiment 15 secondes, mais j'espère que ça durera plus, qu'on en profite. Mais voilà, suivez ce combat. Gajimurat Antigulov contre Ion Cutelaba. Cette catégorie light heavyweight qui a reçu un petit coup de boost avec la victoire d'Anthony Smith, mais nous en parlerons la semaine prochaine ou dans les semaines futures. Pour revenir à l'UFC Calgary, parce qu'on est quand même pressé, on n'a pas que ça à foutre, il y a le Johanna... Oui, non, pas du tout, faut qu'on pionce. Il y a le Johanna Jedrzejczyk contre Tessia Torres, qui pourrait avoir une incidence, bien évidemment, sur la course au prochain title shot strawweight, donc avec Tessia Torres, qui a quand même déjà battu la championne Rose Namajunas. Ouais, alors c'était pas la même Rose. Non. C'était il y a quelques temps déjà. Ouais. Mais d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Tessia Torres maintenant s'entraîne avec Rose. C'est ça. Ouais. Et du coup, elles s'entraînent toutes les deux maintenant, donc ce qui est d'autant plus intéressant pour Tessia Torres, et c'est pas un hasard si elle s'entraîne avec Namajunas, c'est qu'elle a pu avoir pas mal d'infos, probablement, de la part de Rose, sur tout, de la technique à la manière dont elle a ressenti un peu Johanna, etc. Enfin, vraiment de tout, de A à Z, elle va pouvoir lui faire des exposés PowerPoint au poil de cul de blaireau. Et Jedrzejczyk, fidèle à elle-même, elle est assez intéressante parce que alors que, par exemple, un Overeem, après avoir pris des toises contre les Bigfoot et les Ben Rosswell et les machins, ça a pu être le même au bout de la confiance. Mais Johanna, elle a la même confiance qu'avant, mais vraiment tout pareil. C'est assez intéressant. Et techniquement, on aura droit à la même tueuse à gages auquel on a droit d'habitude. Donc, ça va être c'est du bon matchmaking. Ça va être un super combat très intéressant. Et ouais, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, moi un peu peur pour Tessia Torres qui m'avait quand même un peu déçu contre Jessica Andrade. Avant ce combat-là contre Jessica Andrade qui était en janvier, j'étais directement en train de me dire bah ça y est, Tessia Torres c'est la prochaine pour le titre strawweight, et elle avait manqué véritablement d'agressivité contre Andrade qui est pas forcément la plus grande technicienne au monde, hein. Mais voilà, elle s'était fait dépasser, elle avait perdu par décision unanime. Et c'est ce qui va me faire peur un peu là contre Johanna, parce que Johanna mine de rien, on l'a vu lors de son 2e combat contre Rose, elle a une nouvelle fois perdu, mais elle avait fait des ajustements. Le combat était beaucoup plus disputé que le premier. Et là, véritablement, pour elle, tu vois, c'est quand même... elle reste certes sur 2 défaites, mais c'est vraiment de montrer que la seule alternative pour Rose Namajunas, ce n'est qu'elle et qu'une trilogie. Et ce qui me fait peur, voilà, c'est que Tessia Torres, j'ai un peu peur que pour un nouveau combat en 3 rounds, elle calcule peut-être un peu
et que pendant qu'elle calcule, tu vois, Johanna prenne déjà l'ascendant en striking, rentre dans son rythme et la dépasse petit à petit. Ouais, non seulement je suis à 100% d'accord avec l'analyse, mais en plus, je dirais que ouais, enfin, je dirais rien du tout en fait, je suis complètement d'accord, et je pense que effectivement, Johanna va faire mal à Tessia Torres, et je vois pas Tessia s'en sortir. Ouais, la même. Pour moi, victoire par décision unanime de Johanna, toi? Ouais, parce qu'elle est quand même, elle est durable. Ouais, elle est durable. Technique et durable, Torres. Co-main event, José Aldo contre Jeremy Stephens. Pour tous les fans de MMA de très longue date, c'est un peu le combat de la peur. Le combat de la peur. Ouais. Parce que je suis en train d'avoir des flashs d'un putain de José Aldo inconscient à Calgary. Ça serait terrible. José Aldo qui reste quand même sur 2 défaites consécutives par ticket au 3e round contre Max Holloway, et qui là, voilà, affronte Jeremy Stephens, qui est en pleine bourre, hein, qui selon toute vraisemblance, ne sera jamais champion, mais qui enfin, voilà, cogne, trouve la mire, résiste à Duo Choi, et puis là, qui tape quand même pour un title shot ou une place dans le gratin. Et donc voilà, José Aldo qui vieillit, qui perd, et puis qui là, c'est la victoire ou rien. Ouais, et ce qui est par contre hallucinant, c'est quand même, et je suis d'accord, il vieillit, mais ce qui est dingue, c'est que malgré tout ce qu'il a accompli, il a encore que 31 ans. Ouais. C'est hallucinant. Donc il vieillit en termes de... quand on dit il vieillit, dans ces cas-là, c'est en termes de mile age. Ouais. Ce qu'on appelle mile age, c'est tout ce qu'il a vécu dans la cage. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est presque comme les chiens ou les chevaux. Voilà. Quand on dit qu'ils ont genre 5 piges, en fait, ils ont 30. Comme les yoches. Et du coup, là, il a tellement d'expérience. Alors, ça va être vraiment intéressant comme combat parce que de tous les match-ups possibles qu'on pouvait mettre contre José Aldo, Stephens, c'est peut-être celui où Aldo a la meilleure chance parce que c'est un style contre lequel il peut vraiment briller. Stephens, c'est un mec qui est très explosif, agressif, très propre. Et essentiellement, son pain, son beurre, c'est le combat debout. José Aldo est explosif. José Aldo, son pain et son beurre, c'est le combat debout. Mais il a d'autres armes. Ouais. Et en fait, la seule question, parce que pour moi, José Aldo est beaucoup plus technique, un meilleur coup d'œil, et plus précis que Stephens. Plus complet. Il est peut-être un peu moins en volume. Et la question, ça va être justement, voilà, où est-ce qu'il en est, José Aldo, sachant qu'il ressort quand même de 2 combats très compliqués. Si c'était le José Aldo d'il y a 5-6 ans en pleine confiance, pour moi c'était une promenade de santé. Mais là, du fait que du coup on ne sait pas où il en est de sa résistance maintenant qu'il a survécu, non d'ailleurs maintenant qu'il a eu toutes ces guerres et qu'il n'a pas survécu, je sais pas trop comment ça peut se passer. Techniquement, Aldo je pense est bien meilleur, mais voilà, est-ce qu'il a le menton suffisant, est-ce que le mental est là, est-ce que la confiance est là? La même, et c'est vraiment ce qui me fait peur aussi, je pense que tu vois, voilà, José Aldo dominera, mais s'il se fait clipper, qu'est-ce qui va se passer? Parce que mineur, José Aldo, les 4 derniers combats, c'est quand même 3 défaites par KO. Et 3 défaites par KO, il y a eu celle contre McGregor, 13 secondes, on peut pas dire que ce soit vraiment des dommages qui vont durer dans sa carrière. Mais contre Max Holloway, le premier, c'était une punition au fur et à mesure. Le deuxième, c'était très dur à voir. C'était très dur à voir parce que dès le deuxième round, t'as Max Holloway qui était vraiment en mode promenade. Et on voyait un José Aldo qui était en retard, qui était en réaction et qui servait véritablement de punching ball. Et le KO qui se prend au 3e round, c'est un KO après une punition. Mais ça, son visage qui était tuméfié après le combat. Enfin, terrible. Et là, tu vois, moi, le dernier combat contre Duo Choi, tu vois, ça résume un peu, tu vois, le Jeremy Stephens, tu vois. Le mec, il a beau se faire toucher, être proche de se faire mettre KO, le gars, il est quasi infinissable. À part un KO qui s'est pris contre Yves Edwards, le gars, faut être durable pour éviter ces espèces de bombes, donc ça s'appelait Frankie Edgar, et puis il faut le dominer, parce que le gars, il lâchera rien. Et José Aldo, aujourd'hui, comme tu le dis, mentalement, on sait même pas où il est, et s'il se fait toucher, il y a moyen, tu sais, qu'il parte en mode, tu sais, petite coquille comme ça, l'autre qui aura rien à perdre, qui va se jeter sur lui, ça me fait vraiment peur, hein. Ça me fait peur parce que comme tu le dis, au niveau du match-up, c'est très bien, parce que ça va lui permettre de gagner, je pense, en confiance, dans le sens, de faire ses kicks, de faire tout ça.
Mais t'imagines, il se fait prendre en contre et puis c'est fini. Après, là, honnêtement, le seul truc qui me fait peur, c'est parce qu'on a l'inconnu de savoir dans quel état d'esprit, à quel point, comment il s'est entraîné, etc., où il en est dans sa carrière, dans sa vie, José Aldo. Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a de ça quelques temps, après Conor, il disait que c'était terminé le MMA, qu'il voulait aller en Angleterre. La boxe, ouais. Quand t'as un pied dans l'entrebâillement de la porte, généralement, c'est pas très bon. Mais, quand même, je sais pas si j'ai, en fait, aussi peur que ça, parce que ça peut se terminer en boucherie. Stevens a ce qu'il faut dans les points. D'un autre côté, McGregor et Max Holloway sont deux véritables strikers d'exception. Ils ont des styles d'exception aussi, tandis que Jeremy Stevens est beaucoup plus classique. Il est extrêmement efficace et beaucoup plus classique dans ce qu'il apporte, dans son style. Et du coup, je pense que c'est plus facilement gérable pour un gars aussi expérimenté et technique que José Aldo. Ouais. Donc ça me rassure quand même. Mais pourquoi, et là la question, peut-être la question de la honte, pourquoi est-ce que José Aldo a accepté ce combat? Vraiment pour moi c'est la véritable question. Le mec a tout fait, d'ailleurs depuis ses défaites on le considère plus comme l'un des plus grands de tous les temps, mais avec ce combat-là il n'a rien à gagner. Hein. Enfin, je veux dire, nous effectivement, on dira il a battu Jeremy Stephens, mais tu vois, imagine le mec qui a vu José Aldo que quand il a perdu ses derniers combats. Tu penses que ça va lui parler de dire il a battu Jeremy Stephens? Non, et pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu d'interview de José Aldo où il exprimait sa volonté en prenant ce combat-là, mais je pense pas qu'au fond de lui-même il soit chaud pour retourner vers le titre. Je pense que il a été champion tellement longtemps. C'est marrant, c'est Anderson Silva qui disait qu'en fait Anderson Silva, je sais plus combien, 11 défenses de titre, un truc comme ça, qui disait qu'au bout d'un moment en fait la pression d'être champion ça devient juste lassant en plus d'être stressant et juste chiant quoi. C'est ça. Et je sais même pas si José Aldo a envie de devenir champion pour devenir champion. Et peut-être qu'il veut juste devenir champion simplement pour se prouver que voilà, il fait partie des meilleurs. Et si c'est comme ça qu'il voit les choses, je sais pas si c'est la bonne manière. Et là, à mon avis, Stevens, c'est simplement pour rester dans le bain et rester, en anglais, relevant, rester dans le cœur des fans, rester un peu actif. Exactement. Mais je sais pas où il va comme ça. Je sais même pas si lui-même le sait. Dans le sens où c'est même pas par prétention, genre je connais la psychologie de José Aldo, mais c'est juste que les combattants ont l'habitude de dire on prend un combat à la fois. Et là, je pense que José Aldo, il est en mode je veux rester actif parmi les meilleurs, on va voir ce que ça donne. À mon avis, je pense qu'il veut pas rester sur 2 défaites comme celle-là pour sa fin de carrière aussi. Ça c'est sûr. Et du coup, voilà, il veut juste prendre quelqu'un de très bien classé, qui est un peu chaud en ce moment, et qui au moins ne relancera pas sa carrière, mais en tout cas peut lui permettre de la finir en beauté. Et peut-être aussi qu'il veut aller tout simplement au bout de son contrat. Parce que ne l'oublions pas, José Aldo continue de parler un peu de la boxe anglaise, et dans tout ce qu'on peut avoir comme interview de ses coachs, c'est José Aldo veut finir le plus rapidement, aller au bout de son contrat, donc peut-être qu'il rush aussi par rapport à ça. Ah oui, il y a moyen, il y a grave moyen. On va passer maintenant à l'objet de ce podcast. On vous en parle depuis des semaines. Alerte combat de l'année, qui sera sûrement le combat de l'année, attention. Gros prono lasseur, combat de l'année. Eddie Alvarez affronte Dustin Poirier en main event. Ladies and gentlemen, on avait parlé d'Eddie Alvarez la semaine passée. Eh bien là, il est de retour contre Dustin Poirier. Les deux ne déçoivent jamais quand ils sont dans la cage. Et vraisemblablement, là, celui qui gagnera sera prochain dans le title shot une fois que les stars ont réglé leurs soucis, ou une petite finale contre Tony Ferguson. Il y a un combat bien difficile à pronostiquer, ma foi. C'est ce que j'allais dire, et c'est ce que je me préparais à dire, c'est que en fait, les deux sont tellement au top, mais complets, et ils ont tellement des armes dans tous les domaines, que, en fait, personnellement, c'est pas que nos pronostics d'avant aient été fabuleux chaque fois, mais là, de toute façon, je suis infoutu. Vous savez, on fait tout le temps je vais finir ma phrase d'abord,
je suis infoutu de pronostiquer quoi que ce soit. On fait souvent, vous savez, enfin, tout le monde le fait, tout le monde le sait, tout le monde le fait. C'est dur. On essaie de s'imaginer, les deux combattants, où ça pourrait aller, voilà. quelle pourrait être leur force, comment le combat pourrait se dérouler, si c'est debout, qui pourrait avoir l'avantage et tout. Et ben là, j'ai beau faire tourner les deux petits personnages dans ma tête, dans toutes les situations, je suis incapable de donner l'avantage à qui que ce soit, dans quoi que ce soit. Les deux ont des armes ultra affûtées, debout, en lutte, au sol. Franchement, je sais tellement pas que c'est ça qui rend le combat vraiment, j'en s'annule d'avance. Et comme je sais qu'il décevra pas, que ce sera ultra technique, et que de toute façon le prochain, et en plus ça a une incidence, bon, franchement c'est du popcorn. Là, j'espère juste que ça durera pas 10 secondes. Oui, non. C'est du popcorn. Et d'autant, on avait oublié de parler de l'essentiel. En plus de tout ce qu'on vient de vous dire, il y a un certain bad blood entre les deux parce que c'est une revanche. Et oui, l'avant-dernier combat des deux combattants, en fait, c'était soldé par une disqualification, enfin, par un no contest, pardon, suite à des genoux illégaux d'Eddie Alvarez. Et en fait, Eddie Alvarez n'avait pas été pénalisé, le combat s'était transformé en no contest, alors que, grosso modo, on peut quand même le dire, hein, c'était le premier combat d'Eddie Alvarez après sa défaite contre Conor McGregor, donc mine de rien, je pense que ça devait jouer mentalement pour Eddie Alvarez, qu'on avait quand même vu beaucoup moins conquérant que d'habitude, hein, il y avait tout le backlash qui s'était pris sur les réseaux sociaux, il était dominé par Dustin Poirier, et puis il a fait ses fameux genoux illégaux quand Dustin Poirier avait les mains, lui, au sol, et donc voilà, no contest. Et là maintenant, ils remettent ça, avec tous les deux une victoire par TKO, à chaque fois contre Justin Gaethje, qui lui est quand même très solide, même si on en parle souvent. Le problème de Gaethje, c'est qu'il utilise jamais sa lutte. Et là, ils se battent pour le titre directement. Pour moi, le déterminant qui sera un peu important, ce sera l'aspect mental et le fait qu'Eddie Alvarez, à part contre McGregor, et le premier combat, mais pour moi, c'était un peu... il y avait toujours les PTSD de Conor McGregor. Le mec ne lâche jamais rien. Et Dustin Poirier contre Michael Johnson, ou même contre McGregor, on voit que quand les gars veulent lui rentrer dedans, tu vois, c'est syndrome Donald Cerrone, quoi. Ouais, le syndrome, quand je vois qu'il y a un mec alpha, je me couche. C'est ça. Après... Mais il a changé par rapport à ça. Alors, il a changé, et en fait, même s'il n'avait pas changé, j'espère que je ne serai pas trop vache dans la manière dont les gens entendront ce que je vais dire, mais Eddie Alvarez, je pense pas que ce soit un alpha, vraiment. Il abandonne pas, certes, Ouais. mais ça, pour moi en tout cas, de ce que je ressens, sa façon d'être, sa façon de réagir à certains stimuli, physiques ou psychologiques dans un combat, c'est un mec qui lâche rien. Il lâche jamais rien, Eddie Alvarez. Mais contre McGregor, on l'a vu par exemple, Ouais. Quand il voit que le mec en face a une confiance qui est indéfectible, genre insubmersible, en fait il est en mode petit garçon qui est devant un adulte qui lui crie dessus, tu vois. Et là, ça a rien à voir avec le fait que de toute façon il lâchera rien, il combattra jusqu'au bout, ça il le fera quoi qu'il arrive, mais c'est pas un alpha dans le sens où il ne projette pas une aura qui peut impressionner ou qui peut faire plier, je pense, Dustin Poirier. Ça, c'est des trucs qui sont presque animaux et instinctifs. Ouais. C'est des déflexions qui sont presque instinctives animales, et je pense que même sans l'intellectualiser, Dustin Poirier le verra. Et donc, je pense pas qu'il y en aura. Je peux me tromper, évidemment, je peux me tromper, mais je pense pas que ça aura de véritable incidence et que l'un ou l'autre pourra prendre véritablement l'avantage psychologique sur eux. On verra bien. Toujours est-il que extrêmement difficile à pronostiquer ce combat-là. Peut-être l'aspect lutte qui pourrait éventuellement jouer, même si c'est vrai que sur ces derniers combats, Eddie Alvarez n'utilise pas trop la lutte, hein. Ouais, non, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, je pense aussi que ce combat-là va pas être faussé, mais tu vois, je pense que les deux ont vraiment envie de s'offrir une guerre. Enfin, ça dure 5 rounds et je pense qu'ils ont envie de faire ça en mode striking et que le gars qui gagne, tu vois, qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur qui est le meilleur entre les deux. Ouais, je pense que t'as raison. Et puis, après, je pense que t'as raison, mais d'un autre côté, les deux sont tellement complets et l'essentiel de leur jeu n'est pas debout. Dustin Poirier, c'est pas forcément un gros lutteur, mais en revanche, il est super bon au sol. Ouais. Et je pense qu'on aura vraiment pas... Et tant mieux, parce que c'est pour ça qu'on a
Là, c'est pour du mixed martial arts. Mais il y a moyen qu'on ait vraiment un combat super complet. Et je suis pas persuadé que ça parte en concours de beat debout. Je suis pas persuadé. Je sais À pas. voir. Je sais pas. Bah, pour moi, le franchement, concours de beat, je pense que ça dépendra essentiellement de Dustin Poirier. Si lui veut être un peu plus intelligent et justement mixé, voilà, mais si ça ne dépend que d'Eddie Alvarez, je pense que ça restera debout, il sera très content. Et je vois d'ailleurs une victoire d'Eddie Alvarez par KO au 4e round. Ouais. Mais par KO, je pense, tu vois, après une guerre, et je pense que ce sera un KO à la Justin Gaethje quand il avait perdu contre Eddie Alvarez, la carte de Dustin Poirier, tu vois, qui aura tout donné, mais qui perdra pas sur un coup comme contre Michael Johnson, mais qui perdra finalement, tu sais, genre en mode son corps va le lâcher, et sur un ultime kick ou body punch, ça lâchera. Et ben moi, je vois bien Dustin Poirier mettre KO Alvarez au 2e round. Oh la vache! Ce serait un truc de malade. Ce serait un truc de malade. Ouais, mais alors évidemment, tu vois, évidemment qu'on peut pas faire de redite du premier combat, Oui. déduire quoi que ce soit, Ouais. sachant que de toute façon les deux utiliseront le premier combat pour justement changer de stratégie. Mais ce qu'on a vu quand même, c'est que effectivement Dustin Poirier, loin de ne faire que jeu égal, Ouais. il avait largement les armes pour très très sérieusement menacer Alvarez. Clairement. Et il est tellement, les deux sont ultra propres, mais je saurais même pas dire pourquoi, parce que c'est pas un différentiel de technique ni de puissance, mais je vois bien Poirier réussir à noyer un petit peu par sa volonté d'avancer Alvarez. Oh my lord, good lord. Bref, tout ça c'est samedi soir, on a fait la preview, on va répondre à quelques questions rapidement, il nous reste 8 minutes pour cela. On va répondre à notre cher Union Game, qui nous pose souvent des questions. Merci Union Game, sur Instagram, @lasueur. N'hésitez pas, donc alors Union Game, notre cher Union Game. Hop, on se dépêche. Allez, G. le temps que je retrouve Union. Ah, salut les gars, vous pouvez parler, eh oui, nous n'en avions pas parlé, de la carrière de Gegard Mousasi, son style, son mental. Et est-il classé parmi les meilleurs middleweight de l'histoire? Et pensez-vous qu'il aurait pu régner des années sur la catégorie, sinon toujours au top? Merci beaucoup Union Game, pour les autres ne vous inquiétez pas, on répondra à vos questions dans un podcast futur. C'est juste que là on est un peu pressé par le temps. Gegard Mousasi, je t'en prie Rust. Gegard Mousasi, c'est donc évidemment il est toujours en activité, il est au Bellator, il va combattre Rory McDonald. Voilà. Il est encore en réalité au top, même physique, il est encore dans son pic physique, il est en pleine possession de ses moyens et il n'est pas sur la pente descendante encore. Clairement pas. Et c'est un gars qui a connu à peu près toutes les organisations possibles et imaginables dans le monde du MMA mainstream. Il a brillé dans toutes les organisations possibles et imaginables mainstream. Il a été champion dans beaucoup. Il a combattu les meilleurs des meilleurs. En ce moment, il est sur une winning streak dans le winning streak de laquelle font partie quand même des noms comme Weidman, Shlemenko, même si c'est controversé. Comment il s'appelle? Putain, du coup, le Brésilien, le dernier. Ah, Rafael Carvalho. Carvalho. L'ancien champion. Uriah Hall, l'ancien champion, mais vraiment, comment dire... Propre, vraiment. indiscutable à chaque Il fois. est indiscutablement, Gegard Mousasi fait partie des meilleurs middleweight de tous les temps. Alors en fait, du coup, New Game mentionnait le mental de Gegard Mousasi. En fait, le mental, ça dépend un peu parce que le mental en combat, c'est un mec qui lâche jamais rien, dans le sens où, vraiment, il faut le soumettre, le finir, le tuer pour qu'il recule. Mais d'un autre côté, il est aussi connu pour être très inconstant dans son entraînement. Et quand il n'est pas forcément bandé par le challenge, et ben en fait, il s'entraîne pas aussi sérieusement qu'il le devrait probablement. Et il y a certaines contre-performances qui ont été imputées à ça. Ouais. Que ce soit vrai ou non, mais pourquoi ne pas le croire, contre Uriah Hall, le premier du nom, en fait, c'était à l'époque Uriah Hall, pas un gros nom, et apparemment Mousasi s'était quasiment pas entraîné, et il se fait surprendre, c'était par hasard.
contre, j'ai plus d'autres exemples exactement, mais en tout cas, pour vous dire qu'il est connu pour être assez inconstant dans sa manière de se préparer, parfois, et sinon, à part ça, il est bon partout. Alors, sa spécialité, c'est le stand-up. Il a fait, il me semble, quelques combats au K1. Il a un niveau, ouais, clairement, il est meilleur que quasiment tout le monde debout. C'est sa spécialité. Et ancien light heavyweight, aussi, mine de rien. Ancien light oui, heavyweight c'est vrai, aussi, t'as raison, surtout. En fait, ancien heavyweight même. Il me semble qu'il a combattu en heavyweight aussi. Donc il a fait. Mec est un baiser. Il a fait à peu près toutes les KT. Il a combattu tout le monde dans toutes les KT. Il a peur de personne. Et en plus, comment dire, pour avoir vu à peu près toutes les interviews possibles, c'est vraiment un gars en or. Hein. You can all get in line and suck it. Et du coup, est-ce qu'on peut le classer parmi les meilleurs middleweight de l'histoire? J'aurais dit que oui. Alors les gens probablement seront pas d'accord parce qu'il s'est fait battre par Jacare. Et il manque le titre UFC. Il manque le titre UFC, quoi. Il manque le titre, et ce qui est cruel, parce qu'au moment où il a quitté l'UFC, il était sur une winning streak qui aurait dû lui donner le title shot. Ouais. Et ça va lui jouer des tours aux yeux des fans qui reprendront pas la chronologie correctement. Mais voilà, quand il a mis KO Weidman et quand il a mis KO tous les gros noms à l'UFC, grosso modo, c'est juste que ça faisait chier les Booby-Booga pour les titres du n'importe quoi de l'UFC, donc il s'est barré. Mais normalement, c'était lui le comptable numéro 1 à l'époque. Donc voilà, pour moi il fait partie des meilleurs de l'histoire. Alors je pourrais pas le mettre avec dans un top 5 ou un truc comme ça parce que justement il l'a pas combattu pour le titre UFC et donc le meilleur sans discuter en tout cas, ou les 3 meilleurs, genre Romero, genre Whittaker ou trucs comme ça, il les a pas combattus. Voilà. Ouais. Il a combattu tout le monde autrement, mais du coup personnellement j'aurais du mal à le mettre top 3, ça c'est sûr. Mais donc voilà à peu près un tour d'horizon. Pour le moment, parce qu'il y a un énorme Rory McDonald, Gegard Mousasi qui arrive, et ça, pour les deux combattants, ce serait bien, parce que Rory McDonald, pour moi, sans avoir la même carrière que notre cher Gegard Mousasi, bah, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est un welterweight de grand talent, c'est peut-être même pour moi, tu vois, le meilleur au monde actuellement, mais pourtant, tu vois, il y a eu les défaites contre Robbie Lawler, la défaite contre Stephen Wonderboy, contre Carlos Condit aussi, Mais il y a très longtemps. Mais tu vois, c'est le gars qui est toujours jeune et qui est hyper talentueux, mais voilà, qui a pas l'aura, le côté, le titre à l'UFC, qui aujourd'hui est au Bellator, champion comme Gegard Mousasi du Bellator, et qui monte de catégorie pour être double champ. Et donc ce sera hyper intéressant à suivre en tout cas. Ouais, et ça fait plaisir de voir que malgré tout ce qui se passe, par exemple, je pense à Colby Covington qui avait reçu son titre d'intérim de l'UFC, et en fait l'UFC quand il décide que mais ça nous arrange pas, en fait il le vire, donc ça n'a absolument plus aucun. Un mois après. Un mois après, c'est vraiment c'est du n'importe quoi quand on voit que Conor, je sais plus combien de temps il est resté avec ses ceintures là. Ouais. Et ce qui fait plaisir, c'est que dans cet environnement, le Bellator, eux, ils prennent des risques, ils font plaisir aux fans. Et ils ont des vrais champions, et qu'est-ce que je veux dire, et du coup le fait que du coup ils répondent aux attentes des fans en faisant directement un croisement entre les deux meilleurs dans leur catégorie, ça fait plaisir, et on en parle depuis un bout de temps, mais quand même du coup on avance dans la direction d'un Bellator de plus en plus influent. Mais oui, et puis leur tournoi heavyweight, les Sonnen Fedor, c'est intéressant. Seul problème, moi, que j'ai avec le Bellator... Et juste le tournoi welterweight aussi qui arrive. Avec le Paul Daly MVP, ce combat-là... C'est que des gros noms. Ça va être la folie. Mais après, le problème, moi, le petit problème, là, il nous reste 50 secondes. Le petit problème, moi, c'est leur nouveau contrat TV. En fait, c'est leur nouveau deal. Où, certes, ça va leur faire plus d'argent, mais moins de personnes vont pouvoir regarder la télé, tu vois. Déjà qu'il y a très peu de personnes qui regardaient le Bellator. Là, maintenant, ça va être diffusé sur une nouvelle plateforme. Bah, c'est bien, ça fait plus d'argent, mais quand t'es un marché, tu vois, qui cherche un peu à être en croissance, l'UFC, tu vois, ils ont touché certes moins d'argent avec ESPN, mais maintenant, tous les Américains vont savoir ce qu'est le MMA. Et ça, mine de rien, c'est intéressant. Sur ce, Rust. Écoute, bonne soirée à tous. À la prochaine. Au revoir. Ouais, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. À la prochaine.
Shout out to all the youngest, man. I got a dream. It's a vision out there. Go take it. Go chase that dream. Swag. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up. I back it up.